Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, dans cette émission, on va aborder des questions d'actualité. On va commencer par le dialogue. On parlera de la question liée à la loi portant référendum, donc l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On parlera enfin aussi de la question sécuritaire qui touche particulièrement l'Est du pays. En face de nous, le professeur Ahmed Ouseni, secrétaire général du parti politique Action pour un Congo Nouveau, ACN en sigle, que dirige le sénateur Célestin Vounabandi. Professeur, bonjour et comment allez-vous? Bonjour mon cher Dan, je me porte très bien. Je voudrais vous remercier pour votre invitation et je suis à votre disposition pour un échange républicain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Après un long moment, on vous a cherché un peu là, c'était difficile, mais finalement, vous êtes revenu. Mais pourquoi ce long moment de silence comme ça, professeur? Les moments de silence, vous savez, vous êtes expert en communication. En communication, même les silences est une forme de communication. Effectivement. Vous savez que la République démocratique du Congo, notre pays, traverse une période sécuritaire critique. Et pendant la guerre, la parole ne peut pas être donnée à n'importe qui. Il vous en souviendra, il n'y a pas plus longtemps, le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé, au cours d'une réunion du Conseil des ministres, que même le membre du gouvernement, je dis bien, même le membre du gouvernement, ont été appelés à ne pas parler sur la question sécuritaire. Parce que lorsque vous êtes pendant la période de guerre, c'est que vous pouvez penser de bonne foi comme une bonne information à communiquer à la population peut avoir des répercussions négatives. Et par conséquent, si on n'a pas d'abord un mandat, parce que je ne suis pas député, je ne suis même pas au gouvernement, et de deux, quand on n'a pas quelque chose à dire, il faut se taire. Le fait de se taire pendant cette période critique, c'est aussi une manière de sauver la République. Et je peux vous donner un cas simple. Vous pouvez trouver un Congolais de très bonne foi. Pas de bonne qualité. Qui aime beaucoup son pays. Il se trouve dans un poste frontalier de la République, que ce soit à l'aéroport international d'Indjili ou au beach Ngobila, ou je ne sais pas moi, à Lufu, à Kasumbalesa, à Mahagi. Et au travers de cette porte, la République reçoit ou réceptionne des matériels militaires, par exemple. Lorsque ces Congolais, de bonne foi, il se met à communiquer, il se met à parler, en filmant même en disant, par exemple, tous ceux qui pensaient que la République démocratique du Congo est morte, où sont-ils? Regardez, les armes, les munitions que nous venons d'acquérir. Nous allons écraser l'ennemi désormais. En filmant ça, en parlant, il diffuse sur les réseaux sociaux. Lui, il est de bonne foi. Lui, il pense qu'il fait ça pour l'amour de son pays. Il veut même encourager nos militaires qui sont au front en disant « Soyez patients. Soyez calme. Les munitions, les armes arrivent. Nous allons écraser l'ennemi. » Et en même temps, il ne sait pas qu'il donne de la graine à moudre aux ennemis de la République. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a tellement avancé, les ennemis, au travers de ces images, perçoivent « Ah, c'est-à-dire, nos adversaires viennent d'acquérir tel armement, tel armement, tel armement. » Oui. Et à la minute même, ils pensent à trouver de la protection. Et même les matériels nécessaires pour détruire les nôtres. Donc, lorsque vous êtes pendant la période de guerre, il n'est pas permis, il n'est pas autorisé à tout le monde de parler. Ne parle que celui qui a mandat, ne parle que celui qui a la compétence et ne peut être parlé que l'information qui est déjà filtrée, qui est déjà tamisée, et à ce moment-là, cette information peut être mise à la place du public. Alors, pendant cette période, nous nous sommes dit, il est temps de garder silence, et c'est aussi une forme de communication en faveur de la République. Merci, professeur Ahmed Ouseni. Mais entre-temps, vous avez repris avec la presse. Tout récemment, vous avez organisé un point de presse pour vous exprimer sur les questions d'actualité, dont le dialogue.
Qu'avez-vous exactement exprimé devant la presse? Voilà, merci beaucoup. Sur cette question, la communication que j'ai faite au siège national du parti, Action pour un Congo Nouveau, qui dirige le camarade honorable Célestin Vourabandi Kanamihigo, c'était à la suite d'une session extraordinaire du directoire national du parti, qui s'était réuni à la suite de la communication que nous tous nous avons suivie au travers le média de chefs religieux du pays après un entretien que le président de la République, Félix Tshisekedi, leur avait accordé. Et au travers de cette communication qui était faite par le cardinal Ambongo, le directoire national du parti Action pour un Congo Nouveau, sous la coordination de son président national, Célestin Vourabandi Kanamihigo, s'est réuni pour notamment analyser la question politique de l'heure. Et cette question était à l'ordre du jour. Et à l'issue de cette réunion, de cette session extraordinaire du directoire politique national du parti, il était nécessaire que le secrétaire général du parti que je suis, le gestionnaire au quotidien du parti que je suis, de porter cette parole du parti à l'attention de la communauté nationale. Et c'est pourquoi j'ai organisé la semaine passée cette conférence de presse au siège national du parti. Et qu'est-ce que nous avons dit? D'abord, le parti Action pour un Congo Nouveau, avec son président national, a félicité le président de la République. Pourquoi? A félicité le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son humilité d'accepter de réunir ses frères et sœurs congolais autour d'une table conformément à nos traditions africaines, conformément à nos traditions congolaises, pour parler sur ce que d'aucuns parleraient de dialogue entre Congolais, sur les questions qui nous concernent, nous les Congolais, sur les questions qui concernent notre République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous les félicitons, parce que rien ne l'empêcherait, rien ne l'obligerait d'ailleurs de dire « je suis président de la République, j'étais massivement et valablement élu, les institutions de la République sont établies, oui, le pays est confronté à une crise sécuritaire et par conséquent, je persiste dans telle direction et je ne veux pas parler à qui que ce soit. » Mais il dit « non, non, nous sommes tous après tout Congolais. Nous tous, nous sommes enfants de cette République. » Et par conséquent, avec toute humilité, il accepte de descendre de son pouvoir. Il dit « mes frères et sœurs, venez, on va parler. » Voilà pourquoi nous les félicitons. De deux, nous voudrons aussi saluer le courage de nos pères spirituels. Catholique. Vous savez, lorsque l'annonce a été faite, c'était en présence de toutes les confessions religieuses. Les catholiques, les musulmans, les églises de réveil, les kimbanguistes, les protestants, les orthodoxes, les églises indépendantistes. Tout le monde était là. Et au travers eux, toute la République a été mise au courant. Et en même temps, le parti Action pour un Congo Nouveau a voulu exprimer sa position. C'est que nous, effectivement, nous sommes amplement et entièrement favorables au dialogue qui sera convoqué par le président de la République, Félix Tshisekedi. Non seulement nous sommes favorables à la tenue de ce dialogue, mais aussi le parti Action pour un Congo Nouveau a tenu, au travers de ma personne, à préciser ou à informer l'opinion nationale que nous acceptons ce dialogue sans aucune condition préalable. En ce qui vous concerne? En ce qui nous concerne. Nous n'avons aucune condition préalable à poser sur la tenue de ce dialogue. Parce que nous avons suivi d'autres compatriotes qui disent, nous, d'abord c'est ceci, d'abord c'est cela. Nous, Action pour un Congo Nouveau, nous n'avons aucune condition préalable avant la tenue de ce dialogue. De deux. Mais pourquoi sans condition? Sans condition parce que nous pensons qu'il faut d'abord tenir les dialogues, il faut d'abord écouter les autres compatriotes, et du choc des idées, j'aurai la lumière. Et comment est-ce possible que nous, maintenant, nous allons commencer à imposer d'abord des conditions, et peut-être nos conditions seront exclusives, vont exclure certains compatriotes qui pouvaient peut-être avoir des idées à pouvoir apporter autour de la table aux côtés du président de la République. C'est pourquoi le parti Action pour un Congo Nouveau a encore exprimé sa position en disant « nous sommes favorables à un dialogue inclusif ». Inclusif. Nous sommes favorables à un dialogue inclusif
ce dialogue qui réunira tous les enfants du pays, toutes les filles du pays, sans exception, tous les fils du pays, autour du président de la République. Que chacun de nous qui a quelque chose à dire vienne le dire autour de cette table. Que chacun de nous qui a une proposition à faire vienne faire sa proposition autour de la table. Que chacun de nous qui a une solution à apporter, qu'il apporte sa proposition ou sa solution autour de cette table. Voilà pourquoi nous ne voulons pas qu'on puisse dire celui-là c'est une chauve-souris, celui-là non, celui-là le regarder avec une certaine distance. Nous sommes favorables à ce que tous les enfants du pays, en tout cas du moins ceux qui sont favorables à la tenue de ces dialogues, parce qu'il paraîtrait un peu paradoxal, ceux qui disent nous sommes favorables, mais d'autres disent non, pas vous. En tout cas, tout celui qui est favorable à la tenue du dialogue, qu'il soit convié à ce dialogue-là. Quand vous parlez de l'inclusivité et de tous les fils du pays sans exception, que dire de ceux qui ont pris les armes et qui occupent notamment Bukavu et Goma? Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Bon, lorsque nous disons dialogue inclusif, oui, et vous rebondissez directement en me disant, mais que dites-vous de ceux qui ont pris les armes? Oui. Nous, le parti Action pour un Congo Nouveau, nous nous sommes aussi posé une autre question, et peut-être vous ne l'avez pas posée de manière directe. Qu'arriverait-il si seulement on ferait un dialogue à Kinshasa ou ailleurs? Parce que nous avons également précisé au travers de cette occasion que quels que soient les lieux où le dialogue sera tenu, même si on nous dit que ça se fera à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, nous sommes favorables, pourvu que ça puisse réunir les enfants du pays, pour que nous puissions parler autour du président de la République. Alors, au niveau de l'Action pour le Congo Nouveau, nous nous sommes posé notre question sous-jacente. Qu'arriverait-il si, à Kinshasa, on déciderait seulement de tenir un dialogue entre les acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition politique, sans associer ceux qui sont de l'autre côté? À l'issue de ce dialogue, il peut se découler des conclusions, des résolutions. Quelle serait la force de ces résolutions face à ceux qui n'ont pas participé au dialogue? Parce qu'en droit, il y a le principe de pacta sunt servanda. Les résolutions d'un tel accord n'ont d'effet qu'à l'égard de ceux qui les ont prises. Vous ne pouvez pas commencer à imposer les résolutions d'un accord aux gens qui n'ont pas participé avec vous autour de la table. De deux, le parti Action pour un Congo Nouveau a fait un constat en disant, bon, il y a certains parmi nous qui ne sont pas favorables à ce que nos compatriotes qui ont pris les armes, nos compatriotes qui ont accepté de pactiser avec des étrangers, qui ont pactisé avec le Rwanda, pour être précis, ne soient pas conviés autour de la table. Mais en même temps, le parti Action pour un Congo Nouveau constate que depuis un temps, le gouvernement de la République est en pourparlers avec les mêmes personnes, que ce soit à Doha au Qatar, ou même à un moment, lorsque il y avait la guerre au Moyen-Orient entre l'Iran, Israël, les États-Unis, les mêmes assises se sont même déplacés jusqu'en Suisse. C'est-à-dire, quelque part, le gouvernement de la République est déjà en pourparlers avec nos autres compatriotes qui ont pris les armes. Mais la question maintenant, pourquoi les ramener dans une autre forme s'ils sont déjà en pourparlers? Très bien, cette question nous sommes également posée au niveau de l'Action pour un Congo Nouveau. Et nous sommes arrivés à une solution. On dit, mais aujourd'hui, vous êtes journaliste parmi les mieux informés de la République. Est-ce que savez-vous ce qui se passe au Qatar? Les discussions qui sont en cours au Qatar. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de nous décrire les revendications de Corneille Nangaa et sa bande? Est-ce que vous êtes en mesure? C'est presque des assises qui échappent à la connaissance de certains Congolais. Par conséquent, le fait de les avoir aussi autour de la table, aux côtés des autres Congolais, qu'ils soient de la majorité présidentielle, qu'ils soient de l'opposition politique non armée, qu'ils soient de la société civile ou des forces vives de la nation, ça permettra à chacun de nous de comprendre quelles sont les revendications de tels, quelles sont les revendications de tels. Et si et seulement si, on déciderait désormais, tout celui qui a pris les armes ne sera pas autour de la table.
C'est aussi une position. C'est aussi une position soutenable par ailleurs. Oui. Mais nous disons ceci au niveau de l'Action pour un Congo nouveau. Nous partons à ce dialogue avec un esprit d'ouverture, avec un esprit de responsabilité. Si et seulement si les positions avancées par d'autres compatriotes récolteront la majorité des voix, et ces propositions seront alors exécutées. Donc nous n'avons pas, nous, de l'Action pour un Congo nouveau, nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole ou l'exclusivité de la connaissance de la situation politique du pays, et nous n'avons pas non plus le monopole ou l'exclusivité de l'ignorance de l'action politique du pays. Par conséquent, nous avons des idées, mais nos idées étant des idées humaines, elles peuvent être amendées au cours et à mesure. Exactement. Voilà pourquoi nous nous sommes exprimés de manière univoque, sans embâche, la position du parti. Je vais vous poser la question que M. Lambert Mende a posée à tous les Congolais comme vous qui pensez que c'est important que même ceux qui ont pris les armes sortent de la table. Il a posé la question de savoir si on fait venir ceux qui ont pris les armes, qui sont des paravents du Rwanda, que devient alors le Rwanda? Est-ce que le Rwanda va pour autant quitter le territoire national, puisqu'il y a des rapports qui indiquent qu'il y a des hommes, des troupes rwandaises qui sont ici, qui sont en train d'exploiter aussi? Que deviendront ces troupes-là? Bon, vous savez mon cher Dan, je ne voudrais pas beaucoup parler des autres acteurs politiques sur votre plateau de télévision, mais parce que vous me parlez de Lambert Mende. Mais je pense qu'à un moment, lui aussi avait pris les armes dans ces pays. Mais cela n'a pas empêché à ce qu'il participe au pourparlers de Lusaka. Cela n'a pas empêché à ce qu'il puisse participer au pourparlers de Sun City, de Pretoria ou de Gaborone. C'est-à-dire, lorsque on fait un pas rétrospectif de notre histoire politique, on découvre que c'est pratiquement une histoire en répétition. Une histoire en répétition, mais qui nécessite alors cette fois-là de mettre tout le monde ensemble pour que nous puissions analyser quelles sont les voies et moyens pour que nous puissions changer le paradigme. Nous, au niveau de l'Action pour le Congo nouveau, nous demeurons confiants que le changement de paradigme au pays est possible. Vous venez de parler de la question du Rwanda. Et c'est par là que nous, au niveau de l'Action pour le Congo nouveau, nous avons souligné l'importance de l'action diplomatique du président Félix Tshisekedi. Et je pense que, au travers des prérogatives constitutionnelles et légales qui lui sont reconnues par les textes légaux du pays, il est en train d'œuvrer la diplomatie entre ses mains, il est en train d'œuvrer pour faire triompher la cause du pays. Et je pense qu'il se porte bien. Ça va faire 4 ans que le pays est occupé, depuis Bunagana 2022 jusqu'aujourd'hui 2026. Vous parlez, ça fait 4 ans que le pays est occupé, mais quand vous posez la question d'autres Congolais, on vous dit c'est depuis 30 ans. Depuis la reprise des activités de la FCM 23. S'il vous plaît. Quand vous posez la question d'autres Congolais, ils vous diront c'est depuis 30 ans que la République démocratique du Congo est sous l'emprise. L'emprise non seulement de ces petits Rwandais. Est-ce que vous savez que le Congo, même si nous sommes faibles, alors plus faibles et fragiles, les Rwandais n'ont pas la capacité de nous gagner une simple bataille. Non, les Rwandais n'en ont pas. Mais le contraire sur le terrain prouve que le Rwanda est en train de nous malmener. Non, c'est pour vous dire que la guerre à l'Est, c'est au-delà de ce qui est apparent. Et je pense que le président Tshisekedi est arrivé à comprendre l'essentiel des choses et il se porte bien, il se comporte bien. Comme le pouvoir, c'est successif, ça avance. Lui, il est en train de faire sa part. Jusque là où il va se limiter. Mais, professeur, votre mémoire historique aussi peut-être devait intervenir. Si on doit faire une évaluation de tous les dialogues qu'on a déjà eus dans le pays qui est censé résoudre les crises politiques, même socio-économiques, est-ce que ceux-ci ont été des solutions aux problèmes du Congo? Donc vous voulez nous inviter que les Congolais ne puissent plus se parler si c'est nécessaire? Je vous invite à évaluer du point de vue historique les différents dialogues qu'on a eus. Est-ce qu'on a atteint les objectifs que nous voulions dès le départ? Oui, je pense que la réponse n'est pas absolue, mais je pense oui. Pourquoi? Parce que le pourparler de Lusaka à l'époque
nous avait permis d'obtenir les cessez-le-feu. Est-ce qu'on avait obtenu les cessez-le-feu à l'époque ou non? D'aucuns diront qu'il y en a eu plutôt de l'infiltration dans l'administration, dans l'armée. C'est l'une des causes qui pousse à ce qu'aujourd'hui on soit dans la même situation. Vous avez avancé en luminaire. Vous avez avancé à luminaire de votre émission que la question sécuritaire, nous en parlerons. Bien sûr. Là, nous sommes en train de parler de la question du dialogue. D'accord. Les pourparlers, les dialogues, les concertations nous ont permis à résoudre nos problèmes, peut-être de manière factuelle. Et désormais, il nous faut alors trouver des solutions pérennes ou des solutions durables. Et pour trouver des solutions durables ou des solutions pérennes, il faut que nous soyons d'abord en mesure de poser correctement les diagnostics. Si le diagnostic est faux, la thérapeutique non plus ne peut pas échapper à la fausseté. Lorsque nous avons obtenu récemment ici le pourparler de la Senko, ça nous a quand même permis à trouver de la calmie au pays, à trouver un peu de la stabilité politique au pays. Nous sommes allés aux élections. Nous avons connu pour la toute première fois de l'histoire politique de notre pays une alternance pacifique et civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Nos parents n'avaient jamais vécu cela parce que Lumumba a été assassiné, Kasavubu a été destitué par un coup d'État, Mobutu a été chassé par une rébellion, M. Laurent Désiré Kabila a été tué, assassiné au palais présidentiel. Joseph Kabila, à l'époque, avec Tshisekedi, nous ont donné ce que d'aucuns n'avaient jamais vécu. Donc, quelque part, les pourparlers, les dialogues de la Senko nous ont permis à obtenir cela. De deux, les accords de Pretoria, de Sun City. Mais c'est là où on a défini le principe directeur qui ont conduit même à l'élaboration de la Constitution en vigueur aujourd'hui. Donc, les multiples dialogues, le multiple concertation, le multiple pourparlers que nous avons déjà eu dans l'histoire politique de ce pays, nous ont permis de résoudre nos problèmes, mais peut-être de manière factuelle, et désormais, il nous faut nous engager dans un processus d'un dialogue qui va nous permettre d'avoir des solutions durables dans notre pays. Donc, et par conséquent, on doit commencer à poser clairement les problèmes. Et pour poser clairement les problèmes, il faut que tous les Congolais soient associés. Il ne faut pas qu'il y ait de l'exclusion. Parce que s'il y a encore de l'exclusion, ça risque encore à devenir une autre bombe à retardement. 2-3 personnes peuvent se rencontrer à Kinshasa ou ailleurs à l'extérieur du pays. Mais les frustrés demeureront. Surtout qu'on ne nous a pas accordé la parole. Par conséquent, on ne peut pas nous imposer les résolutions qui ne découlent pas de nos agendas. Professeur, vous êtes de l'Union sacrée de la nation? Oui, le parti. Mais apparemment, beaucoup de cadres de votre parti sont en train de voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, ceux qui ont pris les armes doivent être de côté. Est-ce que vous ne craignez pas d'être rejeté, d'être vu comme un parti qui ne partage pas l'idéologie de l'Union sacrée? Vous dites beaucoup de cadres de notre parti politique? De votre famille politique, Union sacrée. Famille politique, Union sacrée. Union sacrée. Oh, mais... On a suivi UDPS, CCU, on a suivi certains même de AVC. Beaucoup disent non, nous voulons un dialogue, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Non. C'est ça d'ailleurs la vitalité démocratique qu'il y a au sein de l'Union sacrée de la nation. C'est ça la vitalité démocratique. Il y a ceux qui sont pour un dialogue inclusif, nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi ceux qui ne sont pas pour. C'est de la vitalité démocratique qu'il y a au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas longtemps, sous la conduite du professeur Mbata, nous avons amendé les statuts de l'Union sacrée. Nous avons amendé les règlements intérieurs de l'Union sacrée. Et le parti Action pour un Congo Nouveau a contresigné tous les deux actes. Dans le dit acte, il est clairement consacré que c'est une plateforme où règne la démocratie. Et d'ailleurs, c'est sur base de ça que ça va aussi permettre, même au président de la République, lui qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée, de pouvoir se décider. Il vous en souviendra que depuis la prise de parole du cardinal Lambongo, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne s'est pas encore prononcé au sujet du dialogue. Il a aussi besoin de récolter aussi les avis des uns et des autres. Et comme il est au-dessus de la mêlée, après avoir entendu ses compatriotes, c'est la raison pour laquelle la plupart des partis politiques, la plupart des formations politiques sont en train de s'exprimer. Nous avons levé notre position de manière non équivoque. Et les raisons ne font pas défaut pour justifier la position que nous avons prise. D'accord. Et nous ne sommes pas, rassurez-vous, nous ne sommes pas aussi minoritaires que ça. D'accord, professeur. Dialogue,
Oui, mais quelles sont les matières que vous pensez qui peuvent être abordées dans ce dialogue? D'abord, on sait qu'on vient, nous tous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Il ne suffit pas, il suffit seulement d'être congolais pour le savoir. Vous êtes journaliste, parmi les jeunes analystes politiques pointus de la presse. Et vous savez que dans tel compartiment, il y a un couac. Dans tel compartiment, il y a un couac. Le parti Action pour le Congo Nouveau est en pleine rédaction de son agenda. Parce que nous comptons aller à ces dialogues avec des idées. Nous comptons aller à ces dialogues avec des propositions. Nous sommes en pleine rédaction de nos agendas. La question sécuritaire. Déjà, ne fût-ce que ça, c'est un cas qu'il faut résoudre. Donc, à votre question, quels sont les points qui seront évoqués? Nous attendons d'abord l'acte de convocation du dialogue qui sera signé par le président de la République, autant qu'il voudra, parce que c'est lui qui gère le pays. C'est une urgence aujourd'hui d'avoir convoqué ce dialogue? Le président de la République, c'est le moment convenu. Pour vous, c'est le moment idoine. Quand vous analysez, vous pensez que c'est le moment idéal ou il faut attendre un peu? Est-ce une urgence pour le moment? Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Vous ne savez pas pourquoi, à la sortie de l'audience qui leur avait été accordée par le président de la République, le cardinal Fridolin Ambongo a commencé, au nom de tous les chefs religieux, à remercier le président de la République pour l'humilité. Et je profite de votre micro pour demander à tous nos compatriotes de l'opposition politique qui sont en train de lancer des ultimatums au président de la République pour dire il faut que le dit dialogue soit convoqué au plus tard le 15 août. Non. Nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais. Même lorsqu'on a des revendications, nous avons nos propres manières de nous adresser à l'autorité. Donc, on ne peut pas fixer un ultimatum au président de la République parce que on n'impose pas un chef. Vous savez que je pense que vous êtes chrétien. Bien sûr. Voilà. Et il faut que je vous trouve la réponse dans votre foi. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver parmi les correspondances ou les épîtres de l'apôtre Paul à ses amis des Galates. Quelque part, l'apôtre Paul vous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pas parce que vous n'avez pas droit, mais parce que vous demandez mal. Vous savez, nous encore en tant qu'Africains, nous encore en tant que Congolais, je l'ai encore dit dernièrement sur le plateau de votre consoeur, nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais. Et en tant que Congolais, avant que la République démocratique du Congo n'ait sa forme actuelle de la République, à son sein, il y avait de multiples royaumes et de multiples empires. Il y avait le royaume Congo, dans lequel on trouve les descendants des Tinouénais. À son sein, il y avait l'empire Lunda, où régnait Moitiave. À son sein, il y avait l'empire Luba, où régnait Ilunga Mbidi. À son sein, il y avait la République islamique du Maniema, où régnait Tipo Tipo, où régnait Rachid, où régnait Mouni Mouhara, et consorts. Nous avons nos cultures. Lorsque on veut s'adresser à une autorité, lorsqu'on veut s'adresser à un chef, il y a de la manière, il y a de la décence, il y a de la retenue. Parce que les dialogues que presque tout le monde demande de tous les vœux répond à nos traditions de l'arbre à palabre. On doit se retrouver autour du chef, autour du feu. On doit parler. Bon, par conséquent, qu'on ne se détache pas forcément du code. Vous êtes professeur, vous êtes docteur en droit. Oui, je le suis. Oui, mais est-ce que la question du changement ou du débat sur le changement ou non de la Constitution peut aussi faire partie des matières à aborder dans ce dialogue? Je ne pense pas que c'est un point inscrit à l'ordre du jour, mais si pourquoi certains parmi nous viendraient avec cet agenda, pourquoi on ne peut pas réfléchir? C'est que nous ne voulons pas au niveau de l'action pour un Congo nouveau. C'est
on puisse limiter la réflexion. Si certains parmi nous viendraient avec cela dans leur agenda, pourquoi on ne peut pas réfléchir? Est-ce que vous savez que la constitution actuelle, moi je ne vais pas ici donner une position péremptoire, non, mais c'est une matière à réflexion. C'est une matière à réflexion. Il y a certains parmi nous qui se sont déjà exprimés de manière non équivoque sur la question. Est-ce que vous savez que d'abord sur le plan scientifique, vous avez rappelé que je suis également académicien. Bien sûr. La constitution que nous avons aujourd'hui, elle date du 18 février 2006. Exactement. Et avant que cette constitution ne soit promulguée en cette date, elle était soumise au référendum en 2005. Oui. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai des ouvrages, j'ai des articles rédigés notamment par feu professeur Moukadi Boni, rédigés par professeur Auguste Mampouya, et tant d'autres qui déjà à l'époque, en 2005, bien avant la promulgation de cette constitution, demandaient, par exemple le professeur Moukadi Boni, il appelle, non seulement, il dit, soit cette constitution, à l'époque c'était encore un projet, il dit, ces projets de constitution est soit à refaire ou à rejeter. Et ce ne sont pas les arguments en faveur de cette thèse qui ont fait défaut. Je vous invite à lire le professeur Moukadi Boni. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous inviterai même dans ma bibliothèque, je vous ferai, avec plaisir, je vous passerai son livre, son article, et vous allez apprendre la profondeur. Quand vous lisez le professeur Auguste Mampouya, dans un article qu'il a fait publier chez le Potentiel de Modeste Moutinga, il demandait déjà en 2005, la constitution, le projet de constitution est à refaire. Et pourtant, il était le seul Congolais professeur de droit qui avait participé aux assises de Simisimi à Kisangani, où on était en train de tabler sur la question de la rédaction de cette constitution. Il y a une fois, en 2010, je me souviens, oui, à l'université de Kinshasa, à l'époque j'étais en train de terminer mon cycle déjà de licence, la faculté de droit de l'université de Kinshasa, plus précisément le département de droit public, sous la présidence à l'époque du feu professeur Bassou Babou Kazadi, avait organisé le cinquantenaire du constitutionnalisme congolais. Parce que c'était tombé effectivement après 50 ans de notre vie constitutionnelle. Alors le département des droits publics avait organisé de magnifiques assises dans la salle de promotion Monseigneur Luc Julon, oui, à l'université de Kinshasa. oui. Et curieusement, lors de la prise de parole, plusieurs professeurs ont défilé. Lors de la prise de parole, je venais encore fraîchement de terminer mon cycle de licence, j'ai vu le professeur Auguste Mampouya prendre la parole. Il nous rappelle, il était favorable à la Constitution, tel, il donne ses arguments. Mais dans le couloir, j'avais abordé le professeur Mampouya. J'ai dit, mais prof, moi j'ai votre article. Je vous ai lu d'ailleurs quand j'étais en première licence. L'article que vous avez fait publier chez Potentiel, chez Modeste Moutinga. Mais dans cet article, vous étiez trop critique. Et aujourd'hui, je découvre que vous étiez parmi les rédacteurs de la Constitution. À Simisimi. D'ailleurs, vous dites le seul professeur, parce que les autres, comme le professeur Jean-Luc Sambo et les autres, ils n'avaient pas encore la qualité de professeur à l'époque. Le seul professeur congolais qui avait participé à ces assises s'appelle professeur émérite Auguste Mampouya. Il est encore vivant. Il dit, parce qu'il y avait certaines options fondamentales qui étaient levées dans cette constitution, mais qui étaient passées par voie majoritaire, mais ce n'était pas de mon point de vue. C'est pourquoi j'avais appelé à l'époque à ce qu'on puisse revoir encore ces projets de constitution. Non, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la question de la révision, de la modification de la constitution, c'est une question qui peut toujours être mise sur la table. C'est une question de réflexion scientifique. On ne peut pas interdire la science de réfléchir, ou on ne peut pas interdire aux scientifiques de réfléchir. Mais en même temps, en tant que politique, on évalue aussi les paramètres. On évalue le temps. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut le faire maintenant, ou demain, ou quand est-ce qu'il faut le faire? Mais la réflexion, on n'interdit pas à un scientifique de réfléchir.
Merci, professeur. On va prendre les conditions posées par Sauvons la RDC de Joseph Kabila pour prendre part à ces assises. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas porte-parole de Sauvons le Congo. Non, je suis secrétaire général de l'Action pour un Congo nouveau. Justement. Juste votre avis de professeur et ensuite de secrétaire général de l'Action pour un Congo nouveau. Juste votre avis. Selon la RDC propose qu'il y ait une médiation neutre et internationale avec l'appui de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies. Première condition. Deuxième, l'inclusivité réelle, sans exclusion ni sélection, ni conditions sélectives. Troisièmement, tenir ce dialogue dans un pays tiers. Quatrièmement, examen sans tabou des causes profondes. Cinquièmement, caractère souverain et contraignant des résolutions. Sixièmement, abandon préalable de tout projet de référendum constitutionnel. Et enfin, mesures de décrispation politique préalable, libération des prisonniers, retour des exilés et puis dissolution des milices politiques. Qu'en pensez-vous? Mais c'est leur point de vue. Est-ce qu'il y a des points qui tiennent, qui sont rationnels? Non, c'est leur point de vue. Non. C'est leur point de vue. Juste savoir s'il y a des points Par exemple, là, je viens d'entendre, parce que moi, je n'avais pas encore suivi leur communiqué. Oui. Je ne sais pas si même les communiqués étaient signés par qui, je ne sais pas. Mais déjà, quand ils disent, pour eux, ils sont favorables à ce que le dialogue soit tenu à l'extérieur du pays. Oui. D'autres disent qu'il faut que le dialogue soit tenu à l'intérieur du pays. Nous, au niveau de l'Action pour le Congo nouveau, nous avons dit, quels que soient les lieux où ça va s'organiser. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous acceptons d'aller à ces dialogues sans condition préalable. Parce que nous voulons quand même aussi faciliter la tâche au président de la République. Nous attendons sa décision de convocation du dit dialogue. Nous ne voulons pas commencer encore à mettre les chefs en difficulté. Certains veulent que le dialogue ait lieu au Congo. D'autres disent non, il faut que ce soit à l'extérieur du pays. Oui. Nous, de l'Action pour le Congo nouveau, avec le sénateur Célestin Vounabandi, nous disons, quels que soient les lieux où la majorité tranchera, nous irons. Parce que s'il faut parler du Congo, nous sommes disposés à parler du Congo. D'accord. Donc, pour nous, nous ne voulons pas commencer à compliquer la tâche avant la tenue du dialogue. Parce que ce qui est nécessaire, qu'on donne la parole aux Congolais. Que le président de la République ait la possibilité d'écouter ses frères et sœurs. Vous voulez y prendre part en tant que ACN ou Union sacrée? Qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que c'est incompatible? Est-ce que c'est antinomique? ACN, Union sacrée. ACN est un sous-ensemble de l'Union sacrée parce que nous sommes signataires de la charte de l'Union sacrée. Donc si l'Union sacrée y prend part, vous êtes déjà partie prenante. Bien sûr. Mais en même temps, je n'engage pas l'Union sacrée. Moi, je parle ici au nom et pour le compte de l'Action pour un Congo nouveau, qui est ma formation politique. Et en même temps, j'accepte d'être dans une grande plateforme politique dont l'autorité de référence, c'est le président de la République, qui est l'Union sacrée de la nation. Je ne pense pas qu'il y a une contradiction peut-être sémantique ou... Voilà, donc, pas du tout. Union sacrée, ACN, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Mais vous êtes prêt à intégrer un gouvernement, s'il y a un gouvernement après dialogue? Est-ce que nous partons d'abord à ce dialogue pour parler de la question de l'intégration dans un gouvernement ou pas? Non, si par exemple on arrivait à cette conclusion-là, vous n'êtes pas, disons, vous n'allez pas refuser de prendre part à ce gouvernement, s'il arrivait qu'on ait un gouvernement. Bon, d'abord, je précise que nous, de l'Action pour un Congo nouveau, nous n'allons pas à ces dialogues forcément pour avoir des postes. Il faut d'abord que cet amalgame soit élagué. Mais si ça de arrive, certaines pensées. Si S'il vous plaît. Oui. Deux, nous n'avons pas une vision prophétique pour dire à l'issue du dialogue, telle résolution, telle résolution, telle résolution, telle résolution seront prises. Nous n'avons pas non plus cette prétention. Nous avons des idées que nous estimons, nos idées seront encore brutes et avec peut-être des propositions faites encore par d'autres compatriotes, nos agendas, nos propositions, nos idées pourront encore être amendées. Mais s'il arriverait qu'on dise non, il faut qu'on forme un gouvernement de large union nationale, par exemple. Si c'est ça la résolution qui sera prise, la scène ne s'opposera pas. Si c'est ça la solution, pourvu que nous puissions obtenir la paix à l'est du pays, pourvu que nous puissions obtenir la cessation des hostilités à l'est du pays, si c'est ça la résolution qui sera prise, la scène ne sera pas un frein à l'exécution de cette résolution. Et si, par destin, votre interlocuteur serait aussi nommé au gouvernement ou ailleurs, où est le problème? Ça ne serait pas quand même une violation de la Constitution?
Il y a des garanties que le dialogue apporte des problèmes qui se posent. Est-ce qu'il y a des garanties? Je viens de le dire que nous n'avons pas un don prophétique pour savoir qu'est-ce qui va arriver Quand demain. Vous essayez d'analyser les... Nous formulons de tout le vœu Oui. que les résolutions qui découleront de ces dialogues soient des résolutions qui apporteront une paix durable. Qu'ils soient des résolutions qui nous apporteront la possibilité de refonder notre nation, de renforcer l'autorité de l'État, d'améliorer les conditions de vie de nos peuples. Voilà. Donc, avant la tenue du dialogue, il est quasiment difficile de supposer, mais nous voulons de tous nos voeux que les dialogues soient fructueux. Quel est votre avis par rapport à cette demande, cette condition posée par le Front, par souvent la RDC, l'abandon préalable de tout projet de référendum constitutionnel? Mais pourquoi vous voulez toujours me ramener? Pourquoi vous voulez toujours me confronter? Parce que vous êtes professeur de droit, vous avez un regard un peu plus scientifique et juridique par rapport à cette question. Vous m'avez déjà posé 2 questions sur Sauvons la RDC. Il n'y a encore aucune question, s'il faut par exemple me confronter, moi je suis de l'Union Sacrée, il n'y a encore aucune question par exemple de nos amis de C64 par exemple. Il n'y a encore aucune question de nos amis de la société civile qui se sont aussi exprimés. Il n'y a aucune question sur... Si, on a posé sur l'ultimatum de C64 déjà. Donc, mais je me pose la question, pourquoi toujours cette insistance? Sauvons le Congo a dit ceci, Sauvons le Congo a dit cela, Sauvons le Congo a dit... Non, pas du tout. Je ne suis pas leur porte-parole. D'accord. Hein? D'accord. Moi, je viens sur votre plateau, je profite de l'occasion pour faire passer le message de mon parti politique. Je comprends bien, professeur. Permettez qu'on puisse parler maintenant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il y a eu... l'arrêt a été rendu. Voilà la décision. La question que je voudrais savoir, est-ce que cet arrêt viole-t-il la Constitution, notamment l'article 220? Parce qu'on a suivi les opposants dire que cet arrêt est anticonstitutionnel. Quel est votre regard par rapport? La présentation que vous avez faite de ma personne, elle était très brève. Vous avez dit, je suis professeur d'université, je suis secrétaire général du parti Action pour un Congo Nouveau. En même temps, je vous informe que je suis avocat de profession. Tout à fait. Bref, un opérateur judiciaire. Tout à fait. En tant qu'opérateur judiciaire, en tant qu'avocat, il me proscrit de critiquer une décision de justice sur un plateau de télévision. 2. En tant que secrétaire général du parti Action pour un Congo Nouveau, il m'est obligé d'obtempérer à toute décision de justice, surtout celle rendue par la Cour constitutionnelle, qui s'impose à l'égard de tous, erga omnes. Et en tant que Congolais, soumis au devoir républicain, je suis tenu d'accepter la position de la Cour telle que la Cour s'est exprimée. Même si vous n'êtes pas d'accord foncièrement, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas. Le peuple congolais, le souverain primaire, a donné mandat dans la Constitution à une seule institution capable de dire telle disposition, tel article, telle loi est conforme à la Constitution ou pas. Il doit motiver quand même pour... Vous voulez me dire que la motivation a fait défaut dans le susdit arrêt? Non, pas du tout. Alors, je n'ai pas dit ça. Alors, je voudrais simplement que vous, en tant que... Parce que vous n'avez pas le même regard que moi, vous êtes un professeur de droit, vous êtes avocat, vous êtes dans ce monde-là. C'est par là maintenant que je voudrais arriver. Oui. Je vous ai dit en tant qu'avocat, opérateur judiciaire, je ne peux pas commenter ou critiquer une décision de justice sur un plateau de télévision. Ça d'abord, c'est bien connu. De 2, en tant que secrétaire général du parti Action pour un Congo Nouveau, ici encore, comme politique, je suis tenu de respecter la décision de la Cour. Même si la Cour se serait trompée, en droit, il y a le principe de l'autorité de la chose jugée. Il est censé, c'est ça la vérité. Mais vous m'avez encore présenté comme professeur de droit. Professeur de droit, c'est-à-dire, ici, je peux faire une critique. La critique peut être positive ou négative. Et cela, ça tombe dans
la casserole de la doctrine. Et moi, je ne suis pas prétentieux de dire que je suis juriste, spécialiste de toutes les matières. Non. Moi, je suis spécialiste de droit des affaires. Mais cela ne m'interdit pas d'avoir aussi un regard, une analyse sur les questions du droit constitutionnel. La Cour constitutionnelle s'est déjà décidée. Je voudrais tout simplement préciser ici que la Cour constitutionnelle s'est décidée sur requête du président de la République. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a saisi la Cour constitutionnelle afin que la Cour donne sa position sur le projet de loi ou la proposition de loi Ngondankoy qui était déjà adoptée tant à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Est-ce que vous savez que conformément aux lois du pays, le président de la République n'était pas obligé d'envoyer cette loi votée au Parlement à la Cour constitutionnelle? Pourquoi pas? Non, parce que la même Constitution détermine les lois obligatoirement ou les textes législatifs avant leur promulgation doivent être soumis au contrôle du juge constitutionnel. Et la loi sur le référendum ne fait pas La loi sur le référendum ne fait pas partie de cette liste. C'est pas une loi organique? Non, s'il te plaît, ce n'est pas une loi organique. C'est une loi ordinaire. C'est quoi une loi organique et c'est quoi une loi ordinaire? La loi sur le référendum ne fait pas partie de la liste des lois qui devraient impérativement être soumises au contrôle du juge constitutionnel. Mais si le président de la République l'a fait, c'est de bonne foi. Parce que la Constitution elle-même dit encore, le président peut, pas doit. Est-ce qu'on se comprend? Oui, mais professeur, il y a... La loi en question pouvait être promulguée par le président de la République, aussitôt transmis dans le délai constitutionnel, le président pouvait déjà publier cette loi, pouvait déjà promulguer cette loi. Mais le président a dit, au regard des tensions, au regard des commentaires, au regard des supputations, au regard des analyses, au regard, par conséquent, pour faire taire les rumeurs, pour ne pas qu'on l'impute des idées, il décide, en vertu du pouvoir lui reconnu par la Constitution du pays, qui dit le président de la République peut. C'est à ce moment-là qu'il a pris cette loi votée au Parlement, il l'a envoyée au juge constitutionnel. Mais le président n'était pas obligé. Même si cette loi n'est pas conforme à la Constitution, il pouvait aussi appliquer comme ça. Je viens de vous dire que la loi sur le référendum ne fait pas partie des textes législatifs obligatoires qui devraient passer par le juge constitutionnel pour vérifier sa conformité. Mais vous avez appris aussi qu'il y a des dispositions qui semblent énerver la Constitution. Qui semblent énerver la Constitution? Qui a dit qu'il y a des dispositions qui semblent énerver la Constitution? Les opposants, bien sûr. Mais les opposants n'ont pas la qualité de dire que cette loi est constitutionnelle ou cette loi est anticonstitutionnelle. La seule institution, le seul organe en République démocratique du Congo capable de dire que ce texte est anticonstitutionnel, ce texte ne l'est pas. Cette seule institution, c'est la Cour constitutionnelle. Et lorsque le juge constitutionnel s'est déjà prononcé, tout le monde, même si le juge s'est trompé, je viens de vous rappeler sur le principe de l'autorité de la chose décidée. L'autorité de la chose jugée. Il y a quand même une jurisprudence. Laquelle? L'affaire Matata. Oui, qui dit quoi? Il y a eu un arrêt qui a été rendu. Oui. Il y a un autre arrêt qui est venu contredire le premier arrêt. Oui. Donc, un arrêt n'est pas forcément définitif, on peut dire ça comme ça. Non, ce n'est pas ça la contradiction. Je pense que vous avez aussi appris dans le bride d'information juridique qu'il y a ce qu'on appelle l'évolution de la jurisprudence. Il y a le revirement de la jurisprudence. Et la seule institution capable de le faire, c'est le juge constitutionnel ou la Cour constitutionnelle elle-même. Et on ne dit pas que la Cour constitutionnelle s'est contredit. Non. Il s'est complété. Non, c'est ça la position de la Cour constitutionnelle. Alors, professeur, c'est quoi la prochaine étape maintenant? Le chef va publier cette loi ou elle va encore envoyer au Parlement pour que le Parlement puisse... Parce qu'il y a des articles qui ont été modifiés par la Cour. Non. J'ai suivi également cette question. Il y a un collègue professeur
qui livrait une analyse en disant « Ah, maintenant, il faut que le président de la République renvoie encore les textes au Parlement pour que le Parlement puisse se conformer aux réserves émises par la Cour constitutionnelle. » Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Maintenant, les textes est susceptible d'être promulgué par le président de la République. De quelle forme? Bien entendu, mais pour l'interpréter, il faudra avoir aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle à ses côtés. Ce n'est pas la première fois, non. Est-ce que vous savez? Donc on n'aura pas un texte uniforme, on aura deux textes à la place. Il n'y aura pas de texte, il aura le seul texte. Je vous donne l'information. Mais comment on va le faire? Je vous donne l'information. Pour lire une loi, il faut avoir aussi un arrêt de la Cour à côté pour le lire. Je vous donne l'information. C'est pas encombrant? Non, je vous donne l'information. Je vous donne l'information. Savez-vous que parmi les textes législatifs qui devraient être soumis à la Cour constitutionnelle pour le contrôle des constitutionnalités, il y a notamment les règlements intérieurs des deux chambres parlementaires. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, les règlements intérieurs du Sénat. Vous savez ça? En début de mandat. En début de mandat. Savez-vous que les textes, par exemple, du règlement intérieur du Sénat, qui était transmis à la Cour constitutionnelle, ces textes, le Sénat de la Cour constitutionnelle l'avait déclaré conforme à la Constitution, à l'exception de toute une liste d'articles. Où la Cour constitutionnelle avait également émis des réserves en disant oui, votre règlement est conforme à la Constitution à l'exception des articles tels, tels, tels. Et la Cour a apporté des explications au bas de chaque article sur laquelle la Cour a émis des réserves. De même pour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas la première fois. Ça ne sera pas la première fois. Vous dites que vous êtes devant votre professeur de droit. Et je profite de l'occasion pour vous donner cette matière sans avoir payé le Minerval. Merci beaucoup, professeur. Mais je vous en prie. Le chef d'État il dispose de combien de jours? Pardon? Il lui reste combien La de jours? Constitution détermine les temps. La Constitution détermine les temps. Lorsque le président reçoit, je pense la Constitution parle de 15 jours, si je ne m'abuse, 15 jours, et dépasser même ces 15 jours, les délais où la promulgation est faite de jure. Donc, même si le président ne signe pas un papier, mais ça devient de jure. Parce qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle s'est dessaisie, on a transmis parce qu'il faut se signifier les dits arrêts. La date, le point de départ ne commence pas à courir les jours de prononcer, mais plutôt les jours de la signification. Les jours que le président de la République va recevoir cela, à dater du jour de la signification, je pense que le président dispose, si c'est de 15 jours. Et si le président n'arriverait pas à promulguer dans les 15 jours, la publication ou la promulgation sera de droit. Professeur, merci beaucoup. Merci énormément. Après un long moment, on vous avait peut-être une dernière question pour finir. Si vous deviez conseiller publiquement sous ce plateau les autorités congolaises dans la manière de gérer la chose publique, quel est le premier conseil que vous donneriez aux autorités, que ce soit le gouvernement ou même le président de la République? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer aux autorités? À chaque action, à chaque décision, il faut toujours privilégier les intérêts du pays. Voilà mon seul conseil. Professeur Ahmed Ouseni, secrétaire général de l'Action pour un Congo nouveau, et puis avocat, professeur de droit. Il est, en tout cas dans ce monde-là, il est un poisson dans l'eau, comme on dit dans le monde de droit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été de nôtres. On espère que vous n'allez pas nous fuir pour un long moment. On aime bien votre intelligence. C'est rare, mais il faut que vous le dites, c'est important. On aimerait vous avoir plus souvent. Ma disponibilité vous est acquise autant que de besoin. Et d'ailleurs, je vous inviterai aussi au siège national du parti. Ça fera plaisir. Que vous puissiez aussi noter cette adresse dans votre agenda. D'accord. Avenue de l'enseignement numéro 198, quartier Lodja, commune de Kassavubu. C'est avenue de l'enseignement en face du stade de Martyrs. Oui. Nous sommes là et chaque fois qu'il y aura d'activités, que ce soit les conférences de presse, le point de presse, chaque fois que le parti communiquera, nous serons aussi honorés de votre présence chez nous. Et à ce moment-là, vous serez à la page de toutes les décisions qui seront prises par le parti. Exactement. Merci énormément, professeur Ahmed Ouseni. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez aimé cette émission. Voilà, on va se quitter par là.
Portez-vous bien. Si vous avez des questions, faites-nous parvenir. Nous les transmettrons au professeur Ahmed Ouseni. Au revoir.